Bonjour à tous et bienvenue sur Agora Business. Au sommaire de cette 7e édition, la visite du cabinet Jaillet-Rouby. Côté labo, direction Lille, où vous allez découvrir l'usine Agile. À l'école, il était aussi question d'usine du futur avec le CEAList, venu exposer ses travaux. Nous avons aussi rencontré Jean-Louis Brunet, président de France Angel. À l'occasion de la Journée de la Femme, nous avons réuni les auteurs d'un livre consacré aux femmes ingénieurs. Côté start-up, vous allez découvrir une nouvelle méthode de gestion du temps. Enfin, vous saurez tout sur la toute nouvelle compétition de voitures de course électriques, la Formule E. Nous nous sommes rendus à Orléans chez Jaillet-Rouby. Ce cabinet d'ingénieurs conseils, spécialisé dans la conception de structures métalliques complexes, a fêté ses 50 ans. Il affiche des réalisations prestigieuses comme l'Arche de Tchernobyl ou encore la Philharmonie de Paris. Rencontre avec Florent Millot, ingénieur arts et métiers, dirigeant de cette société. L'Arena 92 à la Défense, grande salle de spectacle, stade de rugby. C'est dans ce fouillis de bars qui définit toute la charpente, eh bien, on a à régler tous les problèmes d'interférence avec, par exemple, les locaux de traitement d'air, les gaines de ventilation, les grosses gaines vertes qui doivent passer à travers les treillis, les passerelles, les chemins de câbles. Ça nous permet de vérifier que on peut se promener à l'intérieur, on peut se déplacer. Ça permet de vérifier qu'on peut monter, que tout est faisable et ça évite de découvrir des problèmes chantiers. On résout énormément de problèmes chantiers comme ça. Alors justement, avec les autres corps de métier, vous la partagez cette maquette numérique? Absolument, c'est-à-dire que nous avons fait la partie métal, les grandes fermes treillis que vous voyez, mais d'autres corps d'État nous ont donné les positions des tuyaux, que vous voyez, les tuyaux verts, là, qu'on voit progresser, les boîtes. Alors, toutes ces boîtes sont faites par d'autres personnes qui nous les... Alors, on se les échange jusqu'à temps que eh bien, tout fonctionne. Au campus de Lille se trouve la plateforme technologique Usine Agile. Le professeur Olivier Gibaru, qui la dirige, nous a fait un tour du propriétaire de ce carrefour technologique qui favorise les transferts scientifiques et culturels. Alors l'avenir, Eric, c'est basé sur différentes choses. Ça, c'est l'opérateur de demain, c'est-à-dire en fait un opérateur collaboratif qui va trier des pièces, faire des opérations un peu pénibles, qui va aider finalement le système à être plus productif, à collaborer aussi. C'est aussi un système mobile, là, donc dans quelques semaines nous allons recevoir ce système de robot mobile avec un robot dessus qui va permettre de faire de l'aide à la préparation de commandes, entre autres. Hein. Et au-dessus de ça, en fait, on s'est associé, on a fait un cluster au niveau du campus de Lille avec le Centre d'innovation des technologies sans contact pour traiter les problématiques de connexion entre tous ces systèmes, tous ces robots mobiles. C'est l'Internet des objets, c'est l'Internet des robots. Il était question d'usine du futur au campus de Paris. Invité par le groupe professionnel Recherche et Technologie, le CEAList est venu nous présenter les enjeux techniques et industriels de ce nouveau challenge. Écoutons Karine Goss, directrice de l'Institut CEAList. Alors peut-être l'un des premiers à s'être intéressé à cet enjeu d'usine du futur de manière politique, publique et forte, c'est le président Obama qui, dès 2011, dans son discours pour l'État de l'Union, avait annoncé justement ce besoin de réindustrialisation et l'a inscrit de manière très très forte dans ses plans de développement, puisqu'il a lancé en 2011 ce qu'il appelle l'Advanced Manufacturing Partnership, qui vise à mobiliser les entreprises, les industries américaines pour réindustrialiser le pays. Et pas plus tard qu'au mois d'octobre 2014, la Maison-Blanche publiait un premier état des lieux de ce plan qui apparemment a créé 700 000 emplois aux États-Unis. En France, en 2014, les 4300 business angels ont injecté dans notre économie l'équivalent de 130 millions d'euros. Écoutons Jean-Louis Brunet, président de France Angel, qui explique toute l'utilité de cette association. En ce qui concerne donc le réseau des Gazards, il fait partie de ces réseaux qui ont cette caractéristique, c'est d'être transverse, donc implanté
à Paris, mais également dans les régions. Et c'est sans aucun doute l'un de ceux qui fonctionne le mieux dans cette logique-là, avec, à mon sens, deux apports qui sont extrêmement intéressants. Le premier, intrinsèque au fait que les Gazards sont dans leur ensemble des gens qui ont, par rapport à cette démarche de business model, le pragmatisme et la capacité d'appréhension des réalités du terrain. Et deuxièmement, le fait que ce réseau des arts et métiers soit transverse au niveau national permet d'avoir de la cohérence, par exemple, dans l'instruction des dossiers, ce qui est important vis-à-vis des porteurs de projets, que d'être reconnus comme des gens qui ne travaillons pas en ordre dispersé, mais travaillons de façon cohérente et organisée entre nous. À l'occasion du cinquantenaire de l'entrée de la première femme aux arts et métiers, en 1964, vient d'être édité et publié un livre, 50 ans, 50 portraits d'ingénieurs, arts et métiers. Écoutons les auteurs qui ont parcouru pas moins de 14 000 km pour rencontrer et photographier toutes les femmes figurant dans ce magnifique ouvrage. Alors l'histoire de ce livre, simplement, c'est que Nicole Laroche est rentrée donc, en tant que première femme aux arts et métiers en 1964. Et il nous a paru important, au niveau du GP Arts et métiers au féminin, de montrer quelles étaient finalement l'histoire de toutes ces femmes qui sont devenues ingénieurs, arts et métiers, durant ces 50 ans. Faites du temps votre allié, c'est le slogan de la start-up Quick Response Enterprise, dont l'approche est d'engager les équipes dans un mode agile et collaboratif, et surtout de déployer des méthodes expertes de réduction des délais. Explication. Dans le monde de l'entreprise, 5% du temps est consacré donc aux activités pour lesquelles les gens travaillent sur le job qu'ils ont à faire. 95% du temps, il ne se passe rien vu par le client, par exemple, sur une commande qui traverse l'entreprise. Eh bien, cette méthode Quick Response Manufacturing, au-delà d'une méthode pour réduire les délais, c'est une façon différente de voir les processus de l'entreprise. Non plus sous l'angle des coûts, tel qu'on le regarde habituellement, mais surtout sous l'angle du temps qui s'écoule sur un processus pour tout simplement constater qu'il y a 95% d'opportunités à faire différemment. Parce que le QRM, c'est bien ça, c'est faire différemment avec une méthode éprouvée, mais c'est surtout engager les équipes dans une nouvelle façon de faire lorsque on se trouve en particulier sur un environnement extrêmement volatile, incertain et complexe. Si par contre on est sur des environnements répétitifs, de production de masse, surtout il ne faut rien changer, il faut continuer à faire du lean, qui a eu ses très belles lettres de noblesse, qui fonctionne très très bien, mais qui trouve aussi ses limites lorsqu'on arrive dans des eaux un petit peu plus perturbées, et à ce moment-là, le QRM prend le relais de façon tout à fait adaptée. Alors, comme vous le savez, le véhicule électrique se développe de plus en plus dans notre environnement. En sport, pour les véhicules classiques, le must, c'est la Formule 1. Toutefois, une nouvelle discipline se développe dans le sport automobile, c'est la Formule AE. C'est la Formule 1 du véhicule électrique qui a de plus en plus d'adeptes. Écoutons les spécialistes. Quel est le futur de cette série, puisqu'on en est aujourd'hui au bout de 4 courses? Beaucoup de paris ont été réussis. Maintenant, il ne faut pas crier victoire sur quelque chose qui est long comme ça et qui est aussi ambitieux. C'est au bout de 2-3 années qu'on verra. On verra si la greffe a pris, si les spectateurs s'intéressent, ça sera le juge de paix. Aujourd'hui, ça marche bien. Aujourd'hui, on a un intérêt des constructeurs, puisque la FIA a fait une espèce d'appel à ouverture pour la 2e année. Il y a eu quand même 8 candidatures qui ont été retenues, 8 sur l'évolution moteur, donc c'est quand même un très gros succès de ce côté-là. On a donc décidé de limiter les budgets et d'avoir une montée en puissance progressive du règlement. Donc il ne faut pas s'attendre à ce que la 2e année, les voitures passent à 500 kW, ça sera progressif. On va aller progressivement pour travailler, ce qui est la vocation de ce championnat, sur les éléments du véhicule électrique, le moteur, les batteries, la régénération d'énergie au freinage, la gestion de l'ensemble, la gestion de la recharge. C'est ce sur quoi on veut travailler et c'est ce qu'on veut développer dans ce championnat. À la 3e saison, on fera sans doute évoluer de façon fondamentale la batterie, mais encore une fois, ça ne sera pas le cas de la 2e année.
Et comme je le disais tout à l'heure, on a déjà 8 candidatures pour les évolutions constructeurs, ce qui pour nous est plus que ce qu'on imaginait au départ. Voilà, donc en quelques mots, la genèse, l'histoire de ce championnat. Bon, bah, maintenant, on a lancé ça donc, il y a quelques années. C'est sur les rails, on espère que ça va perdurer. Et puis on est très heureux, notamment, alors là pour le coup, avec casquette française, même si ce projet il est international, que Renault soit un des leaders de ce projet, ça fait plaisir. Et c'est ainsi que s'achève notre 7e édition. L'équipe d'AMTV vous remercie pour votre fidélité. Au revoir et à très bientôt.